un fumeur de Havane. Chers amis de surfatite.com, bonjour à toutes et tous. Je me trouve de nouveau à Tel Aviv en compagnie de Sarah Israël. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors nous avons reçu beaucoup de messages suite à la première émission au niveau des régimes et les gens sont commencés à s'y mettre. Je pense que tu as déjà reçu quelques coups de fil et voilà, ça a l'air très prometteur. Nous verrons, comme je disais la dernière fois, le résultat. Je me suis toujours pas mis, j'étais un mauvais élève, je m'y suis pas mis, mais je veux dire que je te promets que je vais me mettre à ce régime, et puis c'est dans mon intérêt. C'est pas un régime. Ah oui, c'est vrai que c'est pas un régime, c'est vrai. Mais on a l'habitude de dire régime, tu vois, finalement, Oui. c'est quelque chose qui est ancré Oui, dans bien notre sûr. cerveau. Et aujourd'hui, je me trouve avec Sarah parce que nous allons parler d'un phénomène qui est beaucoup plus grave, je dirais, que la perte de poids. Ce phénomène et ce fléau tue en France, puisque je n'ai pas les statistiques en Israël, étant les Hadash, mais tue déjà 60 000 personnes par an en France. Il s'agit du tabac. Alors, je suis moi-même fumeur, j'ai donc souhaité également tourner cette émission parce que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai essayé le patch, j'ai essayé d'ailleurs, Sarah, beaucoup de méthodes. J'ai arrêté de fumer pendant 4 ans. Ensuite, j'ai repris, puis 2 ans, et on finit par reprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai repris comme ça, par plaisir. Et toi, aujourd'hui, avec toi, j'ai envie de traiter de ce problème et également d'essayer de trouver des solutions parce que du coup, tu me sauveras à moi et tu vas en sauver d'autres qui nous regardent. Parce que le tabac ne tue pas seulement les personnes qui fument, mais peuvent également tuer les conjoints et même les enfants à plus long terme. Je me souviens d'un oncle qui fumait 3 paquets et demi par jour. Il n'est pas mort du tabac. Et en revanche, sa femme qui n'a jamais fumé, donc ma tante, a eu un cancer du poumon et a finalement fini par mourir après son décès à lui qui n'avait absolument rien à voir avec le tabac. Donc moi j'aimerais savoir aujourd'hui, et beaucoup de gens aimeraient savoir quel est d'abord pourquoi on fume. Chacun a ses raisons. Il y en a qui c'est par plaisir, il y en a quand on commence relativement jeune. Aujourd'hui il y a des ados qui commencent à 12, 13 ans et d'autres qui commencent à 17 ou 18 ans. Ça fait bien de fumer, c'est agréable, on se sent un homme. La cigarette c'est également le compagnon de tous les instants. Quand on est triste, eh bien on fume, et même quand on est seul, ça nous réconforte et ça nous accompagne. Et je dirais également quand on est dans des moments de joie, ou dans des fêtes et réceptions, quand c'est l'euphorie, eh bien la cigarette c'est le moment plaisir qui va nous accompagner pour accompagner justement ces moments de joie et les vivre d'autant plus fortement. Et donc j'aimerais savoir pourquoi on fume. Alors déjà, je voudrais reprendre sur les statistiques, c'est vraiment un fumeur sur 2 va mourir du tabac, ce qui est énorme. Et tu as raison de dire que c'est vraiment un sujet très grave, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes fument, beaucoup de personnes dès l'âge de 15 ans sont déjà dépendants de la cigarette. Et ils ne vont pas, parfois certains ne vont pas mourir de ça, mais ils vont créer des maladies à cause de ça, ils vont avoir des problèmes respiratoires. Une personne qui a 30 ans, qui peut avoir 15 ans d'années de tabac, peut aller chez le médecin, il y a des conséquences au niveau de la santé dramatiques. Et donc, je voudrais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est comme un compagnon, la cigarette. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai plutôt vu comme vraiment un ennemi, un vrai ennemi qu'on ramène chez soi, qu'on ramène aux fêtes, qu'on ramène un peu partout. Parce que ce n'a jamais été un compagnon, c'est plutôt quelqu'un qui va nous détruire. C'est pas comme la nourriture où on a pu voir la semaine dernière, on parlait de ça, la nourriture est quelque chose dont on a besoin. Il y a un vrai plaisir avec la nourriture, la cigarette on n'en a pas besoin et il n'y a pas de plaisir. Et en fait la cigarette... C'est un instant plaisir quand même. Non, la cigarette c'est une illusion. Tout fumeur vit dans une illusion. Tout fumeur. Je sais que ça existait dans toutes les civilisations, même chez les Indiens. Il y avait cette espèce de grande pipe là pour fumer. Ça existe depuis des années, bien sûr. Et donc c'est vraiment, il y a la chicha également. Donc le tabac ça a toujours été un accompagnement. Ça a surtout été une illusion. C'est-à-dire que le tabac nous fait croire au bout d'un moment, c'est-à-dire au début c'est pas comme ça, on ne devient pas dépendant du jour au lendemain. Beaucoup de jeunes commencent pour faire comme leur ami, pas spécialement pour du plaisir, c'est plutôt faire comme tout le monde, pour essayer. Puis d'ailleurs, toi qui étais fumeur, j'imagine qu'au début ça n'a pas dû être facile de fumer. Au début on crache, on a mal. Bien, ça fait un truc tout à fait bizarre. C'est incroyable, on le fait rentrer dans notre vie, puis en plus c'est quelque chose d'horrible. Et on le cache à ses parents d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il faut le cacher à ses parents? Bah parfois non, parce que j'imagine que les parents doivent parler à leur enfant.
doivent leur expliquer les conséquences, parce qu'il y a des vraies conséquences. Et la plus grande des conséquences est d'être dépendant de quelque chose pareil. C'est-à-dire qu'on est dépendant d'une destruction. Vraiment, on s'auto-détruit et on en est dépendant de Alors ça. moi, je suis désolé d'aborder le sujet tout de suite comme ça, mais généralement, on commence très très tôt à fumer. Il y a la peur des parents. Alors, généralement, les enfants, les adolescents masquent ça par du dentifrice, du parfum. Quand ça sent un petit peu trop fort, on dit qu'on est parti dans un endroit, dans un café où ça a beaucoup fumé. Donc, mais lorsque les parents s'aperçoivent que leur enfant fume, alors est-ce que déjà quelle doit être la réaction des parents? Est-ce qu'elle doit être virulente, violente? Moi je me souviens avoir pris une paire de claques à ma première cigarette lorsque mon père m'a chopé dans un train de nuit pour aller vers l'Italie, et j'ai reçu une paire de claques à 1 h du matin, c'est la seule claque qu'il m'a dit dans ma vie, ça ne m'a pas fait arrêter de fumer. Donc j'aimerais savoir quelle doit être la réaction des parents, qui est parfois disproportionnée, et à la fois ils se disent mais si on fait rien, si on dit rien, c'est quand même notre enfant, on l'aime, on sait très bien qu'il y a des décès, même souvent eux fument même, donc ils connaissent les conséquences. Justement, je voulais parler de ça. Alors déjà, quelle doit être la réaction? Déjà, non, c'est important de savoir, c'est qu'il y a 2 styles de parents qui découvrent que leur enfant fume. Il y a les parents qui fument. Et hélas, pour ces parents-là, j'ai pas vraiment, à part que eux arrêtent de fumer, je peux pas trop leur conseiller autre chose, parce que si eux ils fument, c'est tout à fait normal que leur enfant fume. L'enfant reproduit ce que le parent fait. Tout simplement, c'est un miroir, l'enfant devient un miroir. Comme on l'avait dit pour la nourriture, pour les divorces. Bien sûr. Donc voilà. C'est sûr et certain, ça je peux pas la même chose. Pour les parents qui ne fument pas et qui découvrent que leur enfant fume, c'est généralement peut-être que l'enfant a des fréquentations, des amis qui fument. C'est très important qu'ils ne lui interdisent pas comme ça, brutalement, en lui disant arrête de fumer. C'est interdit pour final, parce qu'on sait très bien qu'un adolescent, ça sert à rien de lui interdire. Il va faire justement ce qu'on va lui interdire. Je conseillerais vraiment aux parents de parler tous les jours, de ne pas lâcher leur enfant sur les conséquences. Il y a des conséquences dramatiques. Mais vraiment. Est-ce que ça doit être la paire de claques et non, je pense pas que c'est. Fliquer les enfants ou les laisser fumer devant nous à la rigueur pour les mettre à l'aise et leur expliquer? Non, ne pas les laisser fumer, ils n'ont pas le droit de fumer devant eux, mais vraiment. Bah si, puisque l'enfant va finalement fumer derrière le dos de ses parents, va aller sur le balcon à 1 h du matin. Oui, mais l'autoriser, c'est pas spécial. L'autoriser de fumer, c'est pas spécialement la solution. La vraie solution, c'est de montrer à l'enfant les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler des conséquences, on est très ah oui, bon, d'accord, c'est dangereux, enfin. C'est assez flou. Non, il y a des vraies conséquences physiques et psychologiques. Et justement, c'est là où dans ma thérapie je rentre. C'est-à-dire que moi j'aide les personnes à arrêter de fumer grâce à des thérapies, grâce à quelque chose de psychologique. On a l'idée que finalement il y a beaucoup de gens qui disent arrêter de fumer, c'est un sevrage psychologique et physique. C'est très peu physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de souffrance physiquement quand on arrête de fumer, même si les fumeurs, là j'imagine que tous les fumeurs vont me dire non, on souffre vraiment physiquement. La souffrance n'a rien à voir physiquement par rapport à quelqu'un qui va arrêter de l'héroïne. Une personne qui prend de la drogue dure et va se mettre en sevrage va vraiment souffrir physiquement. Mais alors on connaît aussi le problème des personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui s'arrêtent de fumer le jour du Shabbat. Elles sont dans des états pas possibles. C'est un problème psychologique. Mais nous sommes dans des états pas possibles. Il y a un vrai travail sur soi-même. Alors qu'on ne dise pas, ne viens pas me dire que c'est pas vrai. À partir du moment où Shabbat rentre, oui, une heure après, on commence à avoir envie de fumer sa cigarette. Après le repas aussi du vendredi soir, le samedi midi, parce que quand on accompagne c'est un sevrage psychologique. Moi, on a envie de fumer. Oui. Donc c'est une réalité. Donc ça rend nerveux la personne. Ça pourrit la vie de tout le monde autour. Oui, mais c'est un problème psychologique qu'il faut travailler en fait. La solution est psychologique, n'est pas physique. C'est-à-dire que par exemple, mettre des patchs, prendre des chewing-gums nicotine, ça sert un peu à rien. Ou même la cigarette électronique ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est travailler psychologiquement. Moi, quand j'ai un patient qui vient me voir, c'est un patient qui a des minimum 10 années avec le tabac. Donc il veut arrêter la cigarette et on va travailler sur le fait pourquoi il fume. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à arrêter de fumer alors qu'il sait que cette chose, petit bout, est en train de lui détruire, et vraiment en train de le détruire physiquement et psychologiquement. Qu'est-ce qui fait pourquoi il fume? Comment il a pu commencer? Pourquoi il n'arrive pas à arrêter? Et c'est toujours, il y a vraiment un point commun avec tous les fumeurs. Ils pensent, comme on avait vu la semaine dernière avec la nourriture, ils pensent vraiment que sans la cigarette, ils vont pas pouvoir tenir la journée. Ils en sont persuadés, alors que c'est totalement faux. Tu reviens sur le passé. Bien sûr. Par exemple, moi, si je te dis, j'étais adolescent, j'étais pas sûr de moi, j'avais un manque de reconnaissance pour plaire, c'était dans les années 80, oui. Je vais prendre une cigarette, ça va faire bien devant les filles. C'est vrai que c'était très compliqué avec les filles. Moi, alors les gens ont l'habitude de croire que, parce qu'on parle, je parle sur des vidéos,
Mais non, en vérité, je suis très timide dans la vie, ça je dois vous le dire, je suis vraiment timide pour celles et ceux qui m'ont rencontré. Donc j'avais cette espèce de timidité qui était encore plus chronique, et j'ai donc accompagné cette timidité d'une cigarette. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, et en fin de compte, elle me donnait de l'assurance, cette cigarette, et elle m'a même aidé à avancer. Je dois dire que c'est vrai, mais ensuite je ne me suis plus arrêté. Alors, elle ne t'a pas aidé, elle t'a fait croire qu'elle t'a aidé. C'est toi-même qui t'es aidé tout seul en fait. Imaginons que c'est vraiment ça, c'est une illusion la cigarette, et toujours une illusion. Tout ce que vous croyez que la cigarette va vous donner, tout ça c'est une illusion. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est très timide, et il va aller boire. Il va aller boire de l'alcool. Il va se lâcher, il va vraiment se lâcher. Et le lendemain, tout le monde va dire non mais tu t'es lâché, enfin je veux dire t'étais incroyable, enfin t'étais pas comme avant. Il va pas oser dire bah c'est ma personnalité en fait, je suis comme ça, il y a une partie de moi qui est comme ça. Il va mettre ça sur le compte de l'alcool. L'alcool d'ailleurs a souvent bon dos. Il va dire bah non c'est grâce à l'alcool que je suis comme ça. C'est vrai qu'on n'est plus le même lorsqu'on boit. Mais ça c'est un peu faux, l'alcool change pas énormément en fait finalement. Ah bah moi j'ai un copain timide à la sienne, il dit pas un mot toute l'année. Oui. Mais alors le jour de Simchat Torah, dès qu'il se met à boire, je sais pas, il vient me dire, il me dit, tu sais, je voudrais te dire que je t'adore, c'est extraordinaire. Et il me sort des compliments, pas possible. Le lendemain, retour à la case départ. Mais tout à fait normal. Je pense que l'alcool fait dire des vérités aussi. Oui, mais l'alcool, c'est nous-mêmes. On ne se modifie pas, on ne devient pas quelqu'un d'autre par rapport à l'alcool. Il y a une dépendance quand même. Hein. Oui, alors ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, l'alcool, c'est nous-mêmes. Et en fait, la cigarette aussi, c'est nous-mêmes. En fait, le fait que tu as réussi à reprendre confiance en toi, c'est toi-même. C'est pas la cigarette, en aucun cas, la cigarette a aidé à avoir confiance en toi. Ça n'a pas été une béquille, une espèce de canne pour avancer, cette cigarette, pour vaincre cette timidité. Ça a été une illusion qui t'a fait croire que ça allait t'aider. Et ça, c'est aussi les personnes qui sont stressées. Beaucoup de gens qui disent voilà, je suis stressé, je vais pas bien, qui fument. Et d'un coup, ils ont l'impression que ça déstresse. Ça aussi, c'est une illusion. En fait, la cigarette les stresse davantage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on se crée une dépendance, d'accord? Quand je fume, au bout d'un moment, je vais être en manque de nicotine parce que quand je fume, je balance de la dopamine dans mon cerveau. Et je vais réguler, je vais habituer mon cerveau là-dessus. Et tout d'un coup, quand je vais arrêter de fumer, pendant 3 heures, ça fait 3 heures que je ne pas fumer, je suis énormément stressée, je vais pas bien parce que justement je suis en manque de nicotine, parce que je suis en manque de dopamine et donc je vais pas bien. Et quand je vais fumer, ça va me déstresser. Mais on en fume généralement 2 ou 3, hein, d'affilée. Bien sûr, mais en fait, à la base, tu es stressé parce que justement tu es en manque de cigarettes. T'es pas stressé parce que quelque chose ne va pas, t'es stressé parce que t'es en manque de cigarettes. En fait, c'est toi-même qui te l'es créé ton propre stress à cause de cette cigarette. Il y a un auteur justement qui a écrit un livre très intéressant sur la cigarette, qui lui-même était un ancien fumeur, et il a raconté une histoire très intéressante, et pour moi c'est ça la cigarette. Il a dit c'est comme finalement dire que la cigarette nous déstresse, c'est prendre un exemple que par exemple je fais du 38 en chaussures, je m'achète du 36, toute la journée j'ai mal aux pieds, je m'achète des chaussures du 36, toute la journée je souffre, j'ai mal. Quand le soir je rentre à la maison, j'enlève les chaussures et donc bien sûr je n'ai plus mal et je me sens mieux. Alors quoi? On va dire que c'est ça la solution? Bah c'est la même chose, c'est moi, je me suis créé cette douleur et après je me l'enlève la douleur. C'est la même chose avec la cigarette, on se crée cette douleur, donc en fumant, on l'enlève, mais c'est nous-mêmes, on se les crée nous-mêmes. Des gens qui sont fumeurs sont des gens plus stressés parce que justement ils sont en manque de leur cigarette. D'accord, donc on a parlé des enfants, il faut être toujours très pédagogue avec eux. Et leur expliquer les vraies conséquences et leur dire que là, à l'âge où ils ont, généralement quand on découvre que son enfant fume, ça fait depuis que quelques mois qu'il fume, ça fait pas depuis des années, c'est le moment, il faut le prévenir qu'il peut à ce moment-là sortir du tabac. C'est vraiment, plus tard il aura énormément du mal. Mais voilà, mais à ce moment-là il a encore la chance de sortir du tabac, il faut pas qu'il loupe cette chance-là, parce qu'après ça sera vraiment très grave pour sortir. Donc justement il faut vraiment lui montrer le nombre de personnes, pas juste des personnes qui décèdent de ça, oui ça aussi c'est très grave, mais aussi il y a des maladies, il y a plein de choses qui se passent. On a vu que les différents types de communication n'ont pratiquement aucun impact sur les gens. Est-ce que tu as un paquet avec toi? Oui. D'accord, je vais te montrer pourquoi toutes ces compagnies anti-tabac ne marchent pas, hélas. Elles n'ont pas spécialement compris la technique et d'ailleurs tous les paquets de cigarettes en sont totalement indifférents. Et comme on peut voir, maintenant, aujourd'hui, on oblige depuis plusieurs années dans les paquets de cigarettes à leur écrire de fumer tue, fumer rend malade, tout ça. Et on se demande, il n'y a jamais eu aujourd'hui autant de fumeurs. On se demande avec toutes les préventions, avec tout ce qu'on explique aux fumeurs, comment... Des photos même, des photos des photos catastrophiques. Bah moi j'y fais même pas attention. Alors aujourd'hui, puis c'est d'ailleurs pour ça
que les vendeurs de cigarettes sont totalement indifférents de mettre ça. Pour eux, ils en rigolent même. En fait, tout simplement parce que lorsque moi j'ai envie de fumer, imaginons que je fume et que j'ai envie de fumer, bah, qu'est-ce que je fais? Je sors ce paquet de cigarettes et qu'est-ce que je lis? Fumer tue. Et mon cerveau enregistre quelque chose. Mon cerveau va lier que mon envie de cigarette est liée à ce paquet et même liée à ce qui est écrit. Ça veut dire que le panneau fumer tue me donne même envie de fumer. Toutes ces préventions me donnent envie de fumer. C'est ce qu'on disait pour le régime, quand on a un interdit, eh ben on a envie de l'enfreindre. Voilà. Et donc, et là ça va vraiment plus loin parce que c'est au moment où je veux mon paquet de cigarettes que j'ai vraiment envie de fumer. Tout ce que je vais voir à ce moment-là va lier, c'est-à-dire va lier mon envie à la photo. Et donc, par exemple, ça aurait pu être n'importe quelle photo. Ça aurait été la photo de Mickey. Ils m'auraient mis la photo de Mickey. À chaque fois que je verrais la photo de Mickey, je sais pas pourquoi, j'aurais envie de fumer. Là, ils ont mis fumer tue. Alors moi, je vois ça. Et maintenant, à chaque fois que je vois fumer tue, ça me donne même envie de fumer. Donc en fait, finalement, tout ça, ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup aussi d'interdits face à la cigarette. Et c'est vrai que l'interdit ne sert pas à grand-chose. Moi, dans ma thérapie, ce que je fais, je n'interdis pas les gens de fumer parce que, comme on a dit la semaine dernière, pour avoir dans les autres séances, c'est que finalement, ça sert vraiment à rien de s'interdire quoi que ce soit parce que le cerveau, hélas, est très têtu et tout ce qu'il interdit, même s'il lui-même n'en a pas vraiment envie, il va y aller. Donc quelqu'un qui n'a pas de volonté peut venir chez toi? Oui, bien sûr. Et quelqu'un donc qui ne veut pas stopper tout de suite d'un coup la cigarette, c'est possible avec toi? C'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai besoin que quand même quelqu'un qui vienne et qui me dise, voilà, moi j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer, j'ai pas la bonne technique. J'essaie, je recommence, mais je sais que c'est mauvais. Si une personne vient me voir en disant bah moi j'ai pas vraiment envie de fumer, j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Oui, mais c'est la femme qui m'a envoyé, j'en avais marre. Ouais, voilà, je vais pas vraiment pouvoir l'aider. Parce qu'il y a quand même un minimum de volonté au niveau de la conscience. Très bien, donc il faut toujours cette volonté, bien une fois sûr qu'on arrive, mais la personne dit moi je ne veux pas arrêter d'un coup. Oh, il n'y a pas de souci. Est-ce que ta thérapie colle avec ça? Oui, oui, non mais bien sûr. On peut faire ça sur deux techniques, où on arrête du jour au lendemain, où on arrête, on réduit. On réduit vraiment. Alors comment on réduit? Quelle est ta méthode? Voilà. Exactement. Alors la méthode, est ce que j'avais parlé aussi la semaine dernière, c'est sur l'imagination active. C'est une thérapie qui s'appelle l'imagination active qui ressemble à l'hypnose. En fait, un fumeur, quand il fume, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et moi, avec cette technique, je lui montre. On retrace tous ensemble, toute la journée, ce qu'il fait. Il fume parce qu'il veut sortir, parce qu'il a envie de prendre une pause, donc il fume. En fait, ça sert à quoi de fumer? Il peut juste aller prendre sa pause, respirer dehors, se sentir bien, et il sera autant détendu que fumer. Il fume parce qu'il est dans la voiture pour passer le temps. Il prend un café aussi. Bien sûr, il fume parce que ça. Et on retrace toute la journée avec lui et on lui montre toutes les conséquences dans la thérapie, dans l'imagination active, on lui montre toutes les conséquences de cette cigarette, tout ce que ça va lui faire, tout ce que ça lui a fait et toutes les conséquences, parce qu'il y a des vraies conséquences. Mais surtout, dans cette thérapie-là, je lui demande d'imaginer, de s'endormir, de se relaxer et d'imaginer sa vie sans la cigarette. Vraiment, une vie sans la cigarette, qu'est-ce que ça serait? Pour eux, il va te dire que c'est un cauchemar? Non, on va justement faire en sorte qu'ils s'imaginent bien, parce qu'une vie sans cigarette, c'est extraordinaire. Il n'y a plus l'odeur, on tousse plus, on est en forme, on court plus vite, on peut reprendre le sport, on se sent mieux dans notre peau, et on apprécie mieux le goût des aliments aussi. On parle aujourd'hui de la crise financière, mais tu sais combien les gens dépensent pour le paquet de cigarettes? C'est une fortune. Personne ne pourrait s'acheter un appartement au bout de 10 ans avec ce qu'elle dépense pour la cigarette. Tu rends toutes les conséquences négatives. Il n'y a même pas de choses positives à fumer. Aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Et hormis cette illusion de bien-être. C'est l'illusion. C'est vraiment une illusion de bien-être. Parce qu'il y a ne fait en aucun cas quelque chose de bien. Et donc la personne, je lui demande d'imaginer tout ce que ça pourrait engendrer de bien dans sa vie. En fait, il ne faudrait peut-être pas dire aux gens fumer tue. Il faudrait peut-être dire aux gens arrêtez de fumer, rend heureux. Et c'est vraiment le cas. Parce que là, on leur interdirait pas. On leur dirait juste si vous arrêtez de fumer, vous serez heureux. Et vraiment, je pense que ça influencerait beaucoup. Et c'est ça ma thérapie. C'est de montrer à la personne qu'elle peut arrêter de fumer, qu'elle a ça en elle, que vraiment elle a cette force en elle, que la cigarette ne fait que la détruire à petit feu, et que justement, et qu'il ne faut pas qu'elle ait peur. Parce que beaucoup de gens, et j'imagine que ça doit être dans ton cas aussi, ils ont l'impression que s'ils arrêtent de fumer, ils ont peur d'arrêter de fumer tout simplement. C'est quelque chose qui effraie même beaucoup les fumeurs. Arrêter de fumer, comment je vais faire ma vie sans la cigarette? C'est juste un petit bout de papier. C'est vrai qu'on se dit que ça ne va pas être possible. Ouais. Mais ça, c'est une illusion. Parce que si je traverse un moment difficile. Justement, c'est comme la semaine dernière, je te parlais par rapport à la nourriture. J'aide aussi la personne, c'est-à-dire que si la personne est quelqu'un d'angoissé,
Et il me dit, bah moi quand je suis angoissée, j'ai besoin de fumer et ça me fait du bien. Alors moi, je vais essayer de travailler pourquoi elle est angoissée, comment elle peut finalement trouver une solution à son angoisse, comment elle peut trouver des solutions. Et la cigarette n'est pas une solution. Là, on est en train de parler de dépendance. Je vais te donner un point commun que toutes les dépendances ont. Toutes les dépendances ont quelque chose, un point commun très fort, c'est en fait une personne quand elle va pas bien. Par exemple, je me suis disputée avec mon mari. Vraiment, on s'est énormément disputé. Et je suis tellement mal que je vais aller fumer. Et donc finalement, comme je vais aller fumer, ça a un peu me déstresser, puis voilà. Mais finalement, je n'aurais pas vraiment trouvé la solution avec les disputes de mon mari. Si j'ai pas la cigarette, si j'ai pas la nourriture, bah, je suis énervée. Puis je vais apprendre un peu à me calmer. Puis je vais un peu apprendre à me dire, attends, mais pourquoi on s'est disputé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que lui il a fait de mal? Et je vais un peu affronter mon problème. Et c'est ça le problème des dépendances, que ce soit l'alcool, la cigarette, les nourritures. Elles nous empêchent d'affronter nos vrais problèmes, d'affronter nos angoisses, d'affronter finalement notre stress. On claque la porte, on fume dans sa Voilà. chambre, on va fumer deux On va trois essayer cigarettes d'oublier. et on remonte, mais on n'a pas trouvé de solution. au On n'a pas problème. trouvé de solution. Donc c'est une vraie illusion, comme tu le disais au début. Bien sûr. Et toutes les dépendances sont basées là-dessus. Ce sont des illusions. Donc on va travailler bien sûr sur les raisons, de savoir comment, et les méthodes donc. C'est l'imagination active qui est une technique comme l'hypnose, qui ressemble beaucoup à l'hypnose. Je demande à la personne de se relaxer, de fermer les yeux. C'est pas comme dans les films, il y a beaucoup de gens qui imaginent que c'est un peu comme dans les films, la personne sera plus trop consciente. Bah non, heureusement, elle reste consciente. Imaginez sa vie sans tabac. Voilà, et puis je vais mettre un peu de musique, elle va se relaxer, puis elle va vraiment imaginer. Puis je vais lui demander d'encore imaginer, et encore. Et au bout d'un moment, elle va avoir envie de cette vie qu'elle imagine sans le tabac. Toutes les choses positives, parce qu'il n'y a que des choses positives. Personne qui arrête de fumer, elle va être que heureuse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui arrêtent de fumer du jour au lendemain, qui se posent pas trop de questions et qui en souffrent. Mais parce qu'ils n'ont pas résolu leur problème psychologique, pourquoi ils fumaient en fait. Et c'est pour ça que c'est ça à quoi sert cette thérapie, c'est que on va arrêter de fumer ensemble, le patient va arrêter de fumer, c'est lui qui va décider s'il veut petit à petit ou du jour au lendemain, et on va justement lui montrer à trouver des solutions quand ça va pas bien, en dehors de la cigarette, et à vivre sa vie sans la cigarette. Alors, je sais pas, pour les personnes corpulentes, il y a sûrement une question qui me sera posée, donc je vais te poser. Comment fait-on lorsque l'on doit et à la fois faire un régime et à la fois arrêter le tabac? Est-ce que tu pourras agir en même temps sur les deux et tu pourras faire une thérapie pour les deux, ou tu conseilles quand même de commencer l'un par l'un et ensuite l'autre? Bien sûr, je peux pas faire les deux en même temps, mais par contre je recommande aux gens de commencer avec la nourriture, parce que justement quand on change son comportement alimentaire, on maigrit, on se sent mieux, on va bien, on a l'impression, on reprend vraiment le contrôle de son corps. Et justement, généralement, moi j'ai beaucoup de patients, quand ils maigrissent, bah, ils reprennent le sport. Et s'ils fument, ils vont se dire, mais attends, en fait, parce que ça ne correspond pas du tout, fumer et faire du sport. Et justement, à ce moment-là, ils vont revenir me voir pour arrêter de fumer aussi. Et pour ceux qui ne font pas de sport, alors on dit généralement que l'arrêt du tabac fait grossir. Donc quand la personne va même maigrir, eh bien, à partir de ce moment-là, elle va s'attaquer bien sûr à ce grand chantier qui est l'arrêt du tabac. Mais lorsque on arrête le tabac, et ça je peux te le dire, moi ça m'a fait prendre un poids incroyable. Donc, est-ce que tu as une parade également pour ceux qui arrêtent le tabac, pour éviter de reprendre ce poids? Bah en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Moi, j'essaie de voir pourquoi elle fume et j'essaie de trouver une solution avec le fait pourquoi elle fume. Donc elle n'ira pas vers la nourriture. Encore une fois, mon but n'est pas de compenser par quelque chose d'autre. C'est pas j'arrête de manger, je vais vers la cigarette. C'est pas j'arrête de fumer, je vais vers la nourriture. C'est j'arrête de fumer et pourquoi vous fumez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arriviez pas à gérer votre stress? Bah voilà, je suis comme ça. On va essayer ensemble de gérer son stress. J'apprends aussi aux gens de gérer leur stress, d'affronter leurs problèmes, de ne pas aller s'enfuir avec une dépendance, que ce soit avec l'alcool. L'alcool a le même problème quand on l'utilise beaucoup de fois. Enfin, l'alcool c'est bon, même le tabac. Alors tu vas me dire, il n'y a aucun intérêt, ça ne sert à rien, ça ne nous procure rien. Moi je dis que c'est pas vrai, parce que quand je fume, j'aime cette odeur de tabac. Il y a d'ailleurs des agents de texture et de saveur qui sont là pour nous faire aimer le tabac. Il y a un bon goût. Par quoi vas-tu compenser ce goût qui est si agréable, cette fumée qui sort? On a peut-être besoin de ce geste. Non, on n'en avait pas besoin. Quelque chose qu'on a besoin, par exemple, c'est la nourriture. De tenir, on me dit souvent, et c'est vrai, d'avoir cette cigarette en main et d'avoir ce goût de tabac. Je ne veux pas parler, mais je parle de grandes cigarettes américaines qui sont très très agréables à fumer. Donc, en fin de compte, il y a quand même des raisons pour lesquelles on fume.
on apprécie ce geste, on apprécie cette odeur. Non, On va c'est le une illusion. nier quand Non, même. c'est une illusion. Tout ça, c'est une illusion. On s'est créé un ancrage de plaisir. On a ce geste. En quoi ce geste, c'est un plaisir? Moi qui ne suis pas fumeuse, et je pense que toutes les personnes qui ne sont pas fumeurs, nous, quand on voit des gens qui sont fumeurs, on ne voit pas en quoi Alors, quelque parce que chose. je peux pas le comprendre, mais Non. moi, par exemple, qui fume Oui. depuis des années, j'aime avoir ce geste. C'est un ancrage que tu t'es fait. C'est un ancrage. C'est-à-dire que c'est pas à la base quelque chose, c'est pas un plaisir. La nourriture est un pur plaisir. La nourriture, on n'a pas besoin de se l'ancrer. C'est-à-dire que par exemple, le sucre en plus à la base, c'est la première chose qu'on boit dans notre vie, c'est du sucre. Le lait de notre mère est sucré. Donc le sucre est quelque chose de naturel. N'importe quelle personne qui va prendre du sucre va dire c'est du plaisir. Moi, je fume, je vais avoir aucun plaisir. Donc c'est pas... L'odeur, le goût. C'est parce que tu t'es habitué. Donc tu as décidé, ton cerveau l'a lié au plaisir. Mais en soi, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. C'est toi qui te l'es ancré, ce plaisir. Et c'est toi qui t'es dit, par exemple, voilà, quand je suis autour de mes amis, on est à table, on va fumer, ça va être un plaisir. C'est toi, au bout d'un moment, qui se l'est créé. Ce plaisir qui se l'est imposé. Maintenant, ce n'est pas un plaisir. C'est quelque chose qui te détruit. Psychologiquement et physiquement. Moi, mon but, c'est déjà de te montrer à quel point c'est pas un plaisir et que c'est quelque chose qui va te détruire. Et en plus, c'est de t'imaginer que finalement, j'ai des patients qui me disent, mais moi, comment je vais faire lorsque je suis avec des amis, on est au restaurant et tout le monde fume et que je ne fume pas? Oui, les gens sortent pour aller fumer ou alors Oui, mais le matin, par exemple, on est... ils sont en extérieur même. Non, mais même on a un repas et puis tout le monde est en train de fumer, puis moi, je fume, et tout le monde est en train de fumer et les gens même associent ça, le repas avec les amis et la cigarette. Et ces personnes-là me disent, mais je ne vais plus avoir de plaisir si je ne fume pas avec mes amis. Mais moi, je leur demande de se concentrer, de dire, attendez, qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir en fait? C'est d'être avec vos amis, c'est pas la cigarette. C'est le fait d'être avec vos amis, rigoler, être à table avec eux. C'est ce moment passé qui est en fait le plaisir en lui-même. La cigarette, c'est quelque chose que vous avez imposé dans ce moment-là. Petit à petit, vous avez imposé et vous l'avez lié. Vous avez lié la cigarette avec ce moment. Mais si je vous enlève la cigarette, le moment est pareil. Vous avez du plaisir, vous êtes avec vos amis. Vous passez un bon moment avec eux. Et c'est là où finalement je vais utiliser aussi l'imagination active. C'est que la personne va imaginer être avec ses amis, et elle fume pas, même si les autres fument à la limite. Et en fait, alors, elle est avec eux, elle est en train de rigoler avec eux, elle est en train de parler avec eux. Et c'est vraiment ça le vrai plaisir. Est-ce que tu conseilles par exemple de mastiquer du chewing-gum, ce qui n'est pas dangereux, hein, de manger du chewing-gum, ou peut-être d'avoir plus de rapports sexuels, hein? Il y en a qui disent, oh, écoute, il faut faire peut-être plus l'amour, et ça compensera et ça enlèvera l'envie de cigarette. Bah en fait, moi je conseillerais plutôt aux gens d'aller plus vers d'autres plaisirs, mais des plaisirs qui sont naturels que celui-là. Si des personnes ont besoin de se donner du plaisir, bah oui, pourquoi pas une relation sexuelle, pourquoi pas même faire du sport. Le sport donne énormément de plaisir, jette beaucoup de dopamine. La musique, écouter de la musique aussi jette du plaisir. Ah, il y a beaucoup de moi choses. avec mon casque, ça ne s'arrête jamais. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la vie où on peut se faire plaisir naturellement sans qu'il y ait des conséquences. Donc justement, et puis même par exemple, ce que je fais, c'est de thérapie de l'imagination active. La méditation, c'est aussi un plaisir. On se relaxe, on se détend, on pense à autre chose. C'est aussi un plaisir. Donc je conseillerais vraiment aux gens d'aller de se poser la question, qu'est-ce qui eux les rend heureux, qu'est-ce qui eux leur fait vraiment plaisir. Mais la cigarette ne les fait pas plaisir et surtout la cigarette les détruit. Ils n'ont pas le choix. Tous ces gens-là, je comprends ça leur fasse peur. Tu les comprends quand même. Mais bien sûr. Et je comprends aussi que c'est parce que c'est une illusion. Donc je comprends leur illusion. Mais ça leur fait peur vraiment d'arrêter de fumer. Mais dans tous les cas, ils le savent au fond d'eux qu'ils n'ont pas le choix. Qu'il y a une horloge derrière tout ça, que la cigarette est vraiment en train de prendre leurs années de vie, est en train de prendre leur santé, est en train d'influencer, parce que ces gens-là vont avoir des enfants. Et justement, ils vont influencer beaucoup d'enfants dont les parents fumeurs deviendront fumeurs. Vraiment beaucoup. Donc, il y a un moment où eux, il faut qu'ils prennent conscience que de toute façon, ils n'ont pas le choix d'arrêter la cigarette. Il y a une horloge derrière tout ça. Et il y a des vraies conséquences. Aujourd'hui, plus personne nie les conséquences. Il est vraiment le temps de dire adieu à la cigarette, mais sans être triste, sans finalement avoir l'impression qu'on va souffrir, justement, de se libérer. Tu vas les y aider d'ailleurs. Bien sûr. Alors derrière tout ça, moi, ça me fait un petit peu rêver. Hein. Je me dis, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de venir voir ça. Réellement, j'ai vraiment envie de venir la voir, d'essayer cette méthode, parce que j'ai essayé les patchs, les cigarettes électroniques. J'ai foutu mon argent en l'air, ça n'a servi strictement à rien. Donc, j'ai envie, si tu veux, de penser à des futurs moments de plaisir sans cette cigarette, ou alors, lorsqu'il y aura des épreuves, les affronter également sans cette cigarette, puisque la vie est faite d'épreuves. Alors,
cette méditation, j'aimerais qu'on en reparle. Alors justement, dans tout ce qui est hypnose, imagination active, méditation, en fait finalement ce sont des thérapies qui se ressemblent beaucoup, on leur met des noms chacune, mais en fait elles ont vraiment des points communs. En fait le but du patient c'est de travailler sur lui-même, c'est déjà de se relaxer, vraiment se détendre et de lui apprendre qu'il peut faire ça tout seul. C'est-à-dire qu'il va le faire d'abord avec moi, je vais lui apprendre à se détendre, à se relaxer, à penser à autre chose, à imaginer, à même rentrer vraiment dans son imagination, à vivre ce qu'il est en train d'imaginer. Mais il va apprendre aussi, moi ce que j'aide beaucoup les patients, c'est d'apprendre finalement tout seul, à avoir une sorte de méditation tout seul. Et il faut savoir que les gens qui méditent, je parle vraiment des personnes qui font ça toute la journée, qui ont un très haut niveau, il faut savoir qu'on a fait des tests sur eux, beaucoup de neurologues ont fait des tests sur eux, et on a vu qu'ils arrivent à eux tout seuls, juste en méditant, juste en étant assis, en fermant les yeux, en se décontractant, on a réussi à voir qu'ils arrivaient à toucher à des parties du cerveau que seuls des drogues dures ou des médicaments très forts arrivent. C'est-à-dire que c'est, en fait finalement, ces gens-là arrivent à se donner un vrai bien-être, un pur bien-être comme tu as dit tout à l'heure, voilà la cigarette me donne un plaisir, mais eux ils arrivent tout seuls à se donner le plaisir, le vrai bien-être, tout seuls, sans prendre quelque chose à l'extérieur. Parce qu'en fait ils comprennent que tout vient d'eux. Tout est en rapport avec eux et finalement au contrôle qu'on nous donne. Donc la méditation aide. Énormément. La musique aussi, c'est très recommandé. Bien sûr, à se détendre. Et on peut se détendre tout seul, on n'a pas besoin de l'extérieur pour se détendre. Comme par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà l'alcool. Les gens disent voilà, je me lâche parce que c'est grâce à l'alcool. Mais en fait, ces gens-là, ils ont déjà cette capacité de se lâcher. Et en fait, ils vont juste utiliser l'alcool pour se lâcher. Mais c'est eux. C'est eux qui y arrivent tout seuls. C'est pas l'alcool qui arrive à les lâcher. Finalement, c'est vraiment eux qui décident à se détendre. Et moi, c'est ce que je fais mes patients. Quand justement, ils arrivent à rentrer dans une transe, finalement, être totalement relaxés, ils me disent toujours, mais comment t'as fait? Et je leur dis toujours, mais c'est vous qui vous êtes donné l'autorisation de le faire. Ça les surprend toujours, ils ont l'impression que eux, tout seuls, non, ils ont besoin de la cigarette, ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de l'alcool pour y arriver. À vivre. Voilà, et eux, ils ont l'impression que eux, tout seuls, leur cerveau, ils n'arriveraient pas à le guider, ils n'arriveraient pas à le contrôler, ils n'arriveraient pas à se donner un plaisir tout seul, finalement une relaxation tout seul. Ils ont l'impression qu'ils ont toujours besoin de l'extérieur pour le faire. Et justement, moi, je les aide dans ces thérapies à reprendre confiance en eux et... Alors justement, pour ces thérapies, au niveau, pour perdre du poids, c'était environ 5 séances, mais ça peut être 4, oui. Ça peut être 10. Tu évalues à combien de séances pour arrêter le tabac? Ça dépend de combien d'années on fume, des gros fumeurs ou petits fumeurs. Oui, c'est vrai. Plus on a des années de tabac et plus on met plus de temps. Alors on va dire que si on fume depuis une vingtaine d'années, que l'on fume un paquet par jour, il faut combien de séances en moyenne? C'est toujours, encore une fois, chaque personne est différente, bien chaque évidemment. personne, vraiment, comment elle va s'y mettre dans chaque séance aussi, c'est très important. Mais c'est à peu près aussi 7 séances, à peu près. C'est une moyenne, il y a vraiment des gens c'est moins, il y a des gens c'est plus. Si on décide de s'investir. Voilà, encore une fois, c'est toujours un investissement, c'est jamais par magie, c'est jamais moi qui fais le travail tout seul, on fait le travail à deux surtout. C'est vraiment ça, on fait le travail ensemble. Sarah, nous allons afficher tes coordonnées, 14 à Allenby à Tel Aviv, où je te remercie de nous avoir reçus. Moi, je vais également essayer la thérapie de Sarah. Je me dis que finalement, j'ai plus rien à perdre. Même si je ne sais pas si je suis malade ou pas, mais en tous les cas, vraiment, je pense qu'il y a un facteur gagnant qui est extrêmement important pour pouvoir avoir une nouvelle vie en même temps que cette nouvelle alia que j'ai entrepris en Israël. Donc voilà, on affiche les coordonnées. Très bien, Sarah, merci de nous avoir reçus encore une fois à Tel Aviv. Prochaine émission dans quelques temps. Si vous avez des méthodes pour d'autres choses pour arrêter, ou bien si vous êtes susceptible d'aider les Olim Hadashim, sachez que sarfati.com est un site d'Alia Réalité où nous donnons de l'image et donc les intervenants sont présents avec nous. Nous ne suivons pas un protocole particulier. Il n'y a pas que des présidents d'institutions communautaires qui sont là. Nous souhaitons donner la parole à tous. Donc si vous avez des témoignages à faire, écrivez-nous sur sarfati.com. Steve la légende, toujours également disponible pour vous répondre, sauf la nuit, j'aimerais dormir un petit peu. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À très vite sur sarfati.com. À très vite sur La Légende. Ciao! Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues.
parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Havane.